Bonjour, et voilà, c'est parti pour une nouvelle balade qui nous mène du côté de la Vendée. Nous passerons un court moment à Pornic. Sur le plan touristique, la réputation de cette dernière n'est plus à faire. Célèbre depuis toujours pour son exceptionnelle beauté, l'accent est mis sur l'agrément du littoral, la beauté du site, son charme préservé et le dynamisme de son économie. Station touristique classée, elle est greffée sur un port de pêche, attire et séduit chaque été au plus fort de la saison 100 000 visiteurs à la journée. Près de 35 000 personnes y séjournent en famille ou en résidence secondaire. Les abords de Noirmoutier sont plus accessibles et nous y flânerons un moment. D'abord pour quelques images bucoliques et ensuite pour y découvrir les marais salants. Paysage typique de l'île, les marais salants recouvrent un tiers de son territoire. Ils ont été façonnés par l'homme au fil des siècles. Une centaine de sauniers y perpétuent un savoir-faire ancestral et de qualité. Le sel, 100% naturel, est récolté artisanalement dans le respect des traditions et il y a de la magie à le voir naître sur l'argile des marais. Tout proche, la Perle, bar à huîtres paisible, située à Guérinière, sera une étape à conseiller. L'heure à laquelle nous y passons nous fait profiter de sa tranquillité en terrasse. Et puis, un verre de blanc bien frais accompagné d'huîtres fraîches nous offrira des instants de plaisir et de gourmandise. Avant de rejoindre Sainte-Soule et l'hôtel Les Charmilles pour la nuit. Avec environ 80 000 habitants, La Rochelle est la commune la plus peuplée du département et occupe le 4e rang régional après Bordeaux, Limoges et Poitiers. Nous nous promènerons autour de ces fameuses tours reconnaissables en partant de la Grande Horloge. Située en bordure de l'océan Atlantique, au large du Pertuis d'Antioche et protégée des tempêtes par la barrière des îles de Ré, d'Oléron et d'Aix, la ville est avant tout un complexe portuaire de premier ordre, et ce depuis le XIIe siècle. Cité millénaire dotée d'un riche patrimoine historique et urbain, la capitale historique de cette région est aujourd'hui devenue la plus importante ville côtière entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Elle est de fait une porte océane par la présence de ces 3 ports de pêche, de commerce et de plaisance. La création du port de la Palisse avec sa base sous-marine et son port d'escale en eau profonde, base de nombreuses lignes maritimes et le développement de la pêche maritime ont donné un nouvel essor à la cité. Le port de la Palisse a reçu le statut de grand port maritime en 2008.
Fouras. C'est de cette commune que nous embarquerons pour Fort Boyard, véritable curiosité historique et télévisuelle. L'idée d'un fort protégeant l'arsenal de Rochefort naît dès le XVIIe siècle, idée rapidement abandonnée jusqu'au début du XIXe siècle. Les premiers travaux commenceront en 1803 avec la création de Boyardville, où s'installent les ouvriers. Les difficultés liées à sa construction sur un banc de sable empêchent toutefois l'avancement des travaux régulièrement suspendus. La construction du fort ne commence réellement qu'en 1841. Ses dimensions sont impressionnantes, 68 mètres de long sur 31 mètres de large avec des murs d'enceinte à 20 mètres de haut. Malheureusement, les problèmes sont nombreux, notamment concernant le ravitaillement. Lorsque les travaux prennent officiellement fin en 1866, le fort n'a déjà plus aucune utilité. Pendant la seconde partie du XIXe siècle, il sert de prison, mais l'armée française l'abandonne finalement en 1913. En 1950, il est classé monument historique. La société de télévision l'acquiert en 1988 et le rend aussitôt au Conseil général de la Charente. Dans les années 1990, il est utilisé pour le jeu télévisé Les Clés de Fort Boyard, qui devient ensuite Fort Boyard. L'émission est un succès et s'exporte dans près de 70 pays, permettant de faire connaître le Fort Boyard et la Charente-Maritime dans le monde entier. Après une petite pause à Fouras, direction Rochefort, pour retrouver l'Hermione. L'Hermione est un navire de guerre français mis en service en 1779 à l'arsenal de Rochefort. Emblème de l'amitié franco-américaine, elle est connue pour avoir conduit pour sa deuxième traversée le marquis de Lafayette aux États-Unis en mars 1780, lui permettant de rejoindre les insurgés américains en lutte pour leur indépendance. En 1793, l'Hermione est engagée dans l'embouchure de la Loire pour appuyer les troupes républicaines contre les Vendéens. Alors qu'elle sort de l'estuaire le 20 septembre, sur une erreur de pilotage, elle heurte un rocher et coule au large du Croisic. Devenue symbole de liberté, elle renaît 2 siècles plus tard grâce à une reconstruction exceptionnelle à partir du 4 juillet 1997.
L'ambition de l'association L'Hermione Lafayette était de reconstruire le plus fidèlement possible la frégate d'origine, soit un navire de plus de 65 mètres de long, portant 3 mâts avec 2100 mètres carrés de voilure et dont la coque est entièrement réalisée en chêne. Au printemps 2021, lors du carénage à La Rochelle, un charpentier découvre des pièces de bois endommagées nécessitant un remplacement. En 2025, il est prévu que le chantier, qui a déjà coûté 5 millions d'euros, dure jusqu'en 2027. Son financement n'est pas assuré, ce qui met en péril l'existence même du navire. À quelques kilomètres, l'île de Ré sera vite atteinte. Nous y serons accueillis par les fameuses ânes en culotte, les Baudets du Poitou. À la sortie du village de la Flotte-en-Ré, le fort de la Prée est le plus ancien bâtiment militaire de l'île de Ré, construit en 1626. Étoile à 4 bastions, dont 2 tournés vers la mer, relié par des courtines, doublé par une enceinte extérieure et un chemin couvert, il abrite un petit port ouvert à l'est. Sa conception est pourtant fortement critiquée en 1658 par le gouverneur de l'île, pour sa taille trop petite, étant prévue pour seulement 400 hommes, mais surtout par sa vulnérabilité au manque d'eau potable. Des modifications furent entreprises sur l'ordre de Colbert en 1664, puis une enceinte supplémentaire édifiée en 1672. La fortification de Saint-Martin-de-Ré étant achevée, et ce fort toujours très décrié, Vauban en 1864 fait raser toutes les fortifications extérieures, ne gardant que l'étoile originale simplement protégée par un chemin couvert, le port, le rempart du front de mer et un glacis. Longtemps abandonné, l'ouvrage est réarmé en 1793, modifié en 1875 et finalement déclassé en 1934. Dans le cadre du mur de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande y a intégré en 1942 un blocos d'observation et un blocos de télécommunication et sera renommé la batterie Bertha.
Le fort a abrité des années 1950 à 1980 un centre de vacances. Le fort appartient alors au Conseil général de l'Eure. Il est cédé au Comité national des œuvres sociales de l'administration pénitentiaire, actuellement propriétaire, après qu'un mur d'enceinte se soit effondré. Le comité en a assuré la restauration par les détenus de 1981 à 1987, puis par les chantiers bénévoles du patrimoine jusqu'en 2011. Des visites y sont organisées d'avril à fin septembre, ainsi que la privatisation du site pour des festivités et des événements. Le fort de l'Après fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis mai 2008. Pour autant, et bien que nous ayons pris plaisir à cette visite tranquille, ce site manque de vie et en quelque sorte de mise en scène propre à éveiller l'imagination. Saint-Martin-de-Ré est une commune située sur l'île de Ré, près de La Rochelle. Riche de plusieurs ouvrages fortifiés conçus par Vauban, citadelle, enceinte, corps de garde, la ville est intégrée au réseau des sites majeurs de Vauban et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008. C'est l'un des ports de plaisance disposant d'un bassin à flot les plus importants de l'île avec Ars-en-Ré. C'est par ailleurs le principal centre administratif de l'île de Ré, avec 2300 habitants environ, étant à la fois le siège de la communauté de communes de l'île de Ré et du pays de l'île de Ré. Grâce à sa situation sur le littoral et à la richesse de son patrimoine urbain, Saint-Martin-de-Ré est également un centre touristique très attractif dans l'île de Ré. Office de tourisme, musée, nombreux hôtels et restaurants, campings. Créé en 1861 sur le domaine acquis par l'État pour y implanter le nouveau phare près de l'ancienne tour, le parc occupe une superficie de 2 hectares environ. D'influence anglaise, de nombreuses essences d'arbres se découvrent au travers de ses allées. Il englobe l'ensemble des bâtiments du domaine et est arrosé en majorité par des citernes récupérant l'eau de pluie des bâtiments. Le site du phare de la Baleine est également un espace protégé avec plusieurs zones de réserve ornithologiques. Les oiseaux marins y trouvent refuge, notamment lors de leur période de reproduction. Ce cadre, préservé et sauvage, permet aux visiteurs de contempler une faune et une flore remarquables, tout en respectant la fragilité de cet écosystème.
Les grands phares sont présents le long des côtes depuis plusieurs siècles, guidant les navires et façonnant le paysage de notre littoral. Une tour initiale construite en 1682 a été classée monument historique en 1904. Construit à environ une dizaine de kilomètres de l'ancien et allumé en 1854, dans le cadre du grand programme de balisage des côtes établi par le service des phares et balises pour répondre à l'augmentation du trafic maritime, il est toujours en activité. Plus haut et bien plus performant, son nom vient du fait que les baleines venaient autrefois s'échouer sur les places adjacentes. 60 mètres de haut, 257 marches à gravir pour découvrir son histoire et son panorama. Surgères est une commune située dans le département de la Charente-Maritime, bordée par la Gers. Il s'agit d'une cité de 7000 habitants environ, jouant un rôle de carrefour géographique et de voie de communication. Par son poids démographique et économique à l'est du pays d'Aunis, elle est au centre d'une aire d'attraction qui la place au 7e rang départemental. Considérée comme la capitale laitière du centre-ouest de la France, Surgères demeure encore un centre agroalimentaire actif dominé par les importantes écoles nationales d'industrie laitière et de meunerie. La porte Renaissance fut construite au XVIIe siècle en plusieurs étapes et séparait les deux cours. À l'origine, seule la porte cochère pour les carrosses et la porte piétonne droite existaient. Celle de gauche est beaucoup plus récente. Sa fonction était de marquer l'entrée du château et elle arbore les armoiries des seigneurs de Surgères. Sa décoration est très riche, feuilles d'acanthe, palmettes, rosaces et colonnes carrelées ornent l'édifice. Le clocher et la nef sont détruits durant la guerre de Cent Ans. En 1899, frappé par la foudre, il est reconstruit plus haut qu'à l'origine. Il s'agit d'une curieuse tour octogonale dont les hautes baies, très étroites, encadrées chacune de 2 fines colonnes, donnent à l'ensemble l'apparence d'orgue colossal. Le clocher abrite 4 cloches, dont une date du XVIIIe siècle, est classée et pèse 420 kg. L'intérieur, comme l'extérieur de l'église Notre-Dame de Surgères, sont des chefs-d'œuvre de l'art roman saintongeais et onisien du XIe siècle.
Située à l'intérieur de l'enceinte féodale qui lui fait écrin, l'église s'impose par l'ampleur de sa façade de 23 mètres de longueur. Le château médiéval a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires. De ces temps fastueux, il reste encore l'enceinte édifiée au XVIe siècle. Initialement composée de 20 tours et longue de 600 mètres, elle est rebâtie plusieurs fois suite aux différentes guerres et est entourée de 2 larges douves mises en eau par le détournement de la Gère. Ville de tradition industrielle, elle a dû cependant accomplir la tertiarisation de son économie urbaine. Ce revirement économique, mené avec succès, fait maintenant de Surgères une ville qui affirme sa vocation commerciale et la classe pôle d'excellence rurale. C'est également un centre historique et culturel où le tourisme apporte une animation supplémentaire. Avec le nouveau siècle, Surgères est une ville en chantier qui change de plus en plus d'aspect, devenant en même temps une cité attractive dynamisée par une économie urbaine en essor, un commerce rénové, une vie culturelle et associative diversifiée. Situé dans un méandre de la Boutonne, Saint-Jean-d'Angély constitue une étape majeure du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est également une halte privilégiée pour les visiteurs, amateurs de patrimoine ou les vacanciers à la recherche d'activités en famille. Incontournable et emblème de la cité, l'abbaye royale est fondée au IXe siècle par Pépin d'Aquitaine, petit-fils de Charlemagne, afin d'y abriter la relique du crâne de Saint Jean-Baptiste. L'abbaye bénédictine jouit rapidement d'une grande renommée. Saccagée peu de temps après par les Vikings, la relique est redécouverte en 1010. Le roi Robert le Pieux offre une conque d'or pour l'y déposer. L'abbaye est reconstruite et devient une étape importante sur le chemin de Compostelle. Malgré la guerre de 100 ans, elle s'enrichit au Moyen-Âge grâce au commerce du vin et du sel produits sur ses possessions. Le port de la ville favorise l'export des denrées vers le nord de l'Europe. Sa destruction lors des guerres de religion et la disparition de la relique au XVIe siècle met fin à son rayonnement. Quant à l'église Saint-Jean-Baptiste, construite de 1608 à 1615, son chevet a intégré des vestiges de l'abbatiale gothique du XIIIe siècle. Enfin, en 1741 commence la construction d'un grand édifice de style classique. Le manque de fonds puis la Révolution mettront un terme aux travaux alors que le tiers seulement est achevé, laissant les 2 belles tours de la façade. Le bâtiment de 1615 est fermé en 1793. Il devient temple de la vérité, entrepôt de grains, puis de salpêtre. Il est rendu au culte en 1802 sur pétition des habitants.
Menacée en ruine, l'église est en partie reconstruite en 1898-99 sur ses bases d'origine et complètement restaurée. Les bâtiments actuels datent du XVIIe et XVIIIe siècle. À la Révolution, les moines de la congrégation de Saint-Maur, qui y évoluent, s'enfuient. L'abbaye, quant à elle, est reconvertie en collège de 1803 à 1984. Les annexes hébergent aujourd'hui la médiathèque, la microfolie, l'école de musique et accueillent des tournages audiovisuels. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'abbaye a fortement contribué au développement de la ville. Cognac. Au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, la ville séduit bien plus que son célèbre spiritueux. Chaque année, des visiteurs du monde entier viennent découvrir son charme discret et authentique. Entre balades au bord de la Charente, patrimoine royal et belle architecture, la cité mêle tradition, culture et nature. Pour autant, et faute de temps, nous n'y resterons que quelques heures et passerons bien sûr par la plus célèbre Hennessy, sans oublier les autres maisons emblématiques de la ville, Martel ou Rémy Martin. Depuis plus de 250 ans, Hennessy écrit l'histoire du cognac. Né de l'esprit visionnaire de son fondateur Richard Hennessy, la maison rayonne à travers le monde grâce à ses cognacs d'exception. La marque, présente dans plus de 160 pays, est appréciée pour la qualité de ses cognacs issus de la transmission de ses savoir-faire. Depuis 2 siècles, la maison Hennessy confie l'assemblage et la dégustation de ses eaux de vie à la famille Filiou, qui représente la 8e génération de maîtres assembleurs. Ancrée au cœur de la Charente, elle est un acteur économique régional engagé. Première maison de spiritueux à être certifiée ISO 14001 en 1998, elle innove et collabore avec ses partenaires pour préserver, enrichir et transmettre son territoire d'exception.
Le hasard de la route nous conduit à ce petit village traditionnel de la Charente, Barbizieux. Son château date de 1480. Témoignage par son aspect massif et martial d'un riche passé, mais aussi des évolutions de l'histoire architecturale, des réaménagements successifs faits par les autorités l'ayant possédé. Le château de Barbezieux est le principal monument de la ville, dont il est le point central. Si le bâtiment actuel n'est que le vestige d'un vaste complexe, il n'en reste pas moins le signe matériel de l'importance qu'eut la seigneurie de Barbezieux au gré du temps, devenue l'une des plus puissantes de la région, mais aussi dans les mains qui ont contribué à écrire l'histoire de France. De la puissante forteresse militaire en passant par le grand logis fortifié, pour finir comme pôle touristique local, c'est une histoire riche que livre ce grand monument, et ce, à des échelles multiples. L'itinéraire prévu nous a menés chez nos amis de la Dordogne, Jean-Yves et Nénette, au lieu-dit La Paille à Saint-Médard de Mussidan. Ils ont décidé de nous faire étraîner un fameux wok, ou plutôt un restaurant où tout est servi à volonté et libre d'accès. Cet établissement situé à Saint-Cana sera une première expérience en la matière. Aux braises rouges ne nous décevra pas et nous permettra de découvrir un nouvel aspect de la restauration et une autre facette des politiques d'offre. Outre les décors bien étudiés, la multitude et la diversité des produits proposés, l'ambiance Mon Enfant est un véritable atout. Et chacun y est allé de bon cœur avec un solide appétit, surtout pour les desserts. Naturellement, que je mets mon verre à la bouche, on sait jamais. Et que je fais boire mon verre vide, pour faire bien comprendre que voilà, oui, il est pour lui.
une petite visite au marché italien de la ville de Bergerac, tout proche. Sympathiques et affairistes, les commerçants nous donneront l'occasion de faire quelques achats avec le sourire. Ciao mon ami! Benvenuto in Italie! Un petit tour dans Bergerac avant de découvrir Cyrano. Cette ville est l'épicentre du Périgord pourpre. On va s'y balader d'abord pour son affiliation à Cyrano, puis on y reste pour sa douceur de vivre, ses vins et ses ruelles aux allures médiévales, truffées de petits restaurants gourmands. Cyrano de Bergerac est le personnage éponyme d'une pièce de théâtre datant de la fin du XIXe siècle, écrite par Edmond Rostand, et son personnage a fait le tour du monde de par sa courtoisie, sa sagacité, son romantisme et son grand nez. En réalité, il n'y a pas de lien entre Cyrano et le Bergerac périgourdin. Enfin, si, mais un peu tarabistoté. Quoi qu'il en soit, Cyrano est devenu l'emblème chéri de la ville de Bergerac. Ici, nous sommes place Pélissière avec 7 statues en couleur réalisées par le sculpteur Mauro Corda. Aujourd'hui, un nouveau jour nous promet un nouveau projet. Nous sommes à la paille. Nénette et Jean-Yves vont nous conduire en pleine campagne pour un pique-nique digne de ce nom entre Bourdeuil et Brantôme. Et, en effet, décor de verdure, murmure de l'eau, un petit coin d'ombre avant de se délecter des produits locaux que nous ont dégotés nos hôtes. Un calme bienfaisant, une ambiance familiale et quelques heures que nous subirons avec délectation.
Brantôme, c'est un somptueux village fleuri à visiter en Périgord vert. À seulement 30 minutes de Périgueux, c'est une délicieuse flânerie au cœur de celle que l'on nomme la Venise du Périgord, en référence à la rivière la Dronne qui l'enserre affectueusement. Cette ville possède un riche patrimoine architectural et culturel, à l'instar de son abbaye bénédictine qui cache un étrange ensemble troglodyte au pied d'une falaise aménagée de cavités. Si aujourd'hui on peut apprécier Brantôme et les vestiges de son abbaye en sa presque intégrité d'origine, c'est grâce à l'abbé Pierre de Bourdeuil, commandataire de la ville au XVIe siècle, écrivain, courtisan et soldat. C'est lui qui ouvre les portes de la ville à l'amiral Coligny et Henri de Navarre, partis pour tout piller. Ils furent si bien reçus qu'ils gardèrent en haute estime la ville, son abbaye et ses occupants. Et nous nous amuserons aux techniques diverses employées par les kayakistes pour traverser la digue du milieu de la rivière. Le spectacle est sympathique et les spectateurs y vont de leurs encouragements. L'abbaye bénédictine de Brantôme est sans conteste un des fleurons du patrimoine religieux en Périgord. Fondée selon la légende par Charlemagne qui aurait déposé les reliques d'un des saints innocents prénommé Sicaire, elle fut à ses origines troglodytique avant de s'affranchir peu à peu du rocher. La falaise calcaire à l'arrière des bâtiments recèle des cavités aménagées par l'homme, dont l'énigmatique grotte dite du Jugement dernier, ornée de bas-reliefs monumentaux. Son clocher roman du XIe siècle, comptant parmi les plus anciens de France.
Cette ville est située dans un méandre de la Dronne qui entoure une grande partie de la ville et les pentes escarpées et boisées forment un fond attrayant. L'abbaye bénédictine au bord de la rivière est superbe et, avec son vieux pont en pierre, elle constitue une scène très photogénique et fait de Brantôme l'une des plus belles villes de la Dordogne. Des ruelles étroites, de belles maisons en pierre de taille locale, des jardins privatifs séparés par les canaux, on alterne entre les vestiges du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ils ont appris à modeler une pâte en fusion et à dompter une matière presque insaisissable. Ils sont souffleurs de verre passionnés. Dans l'atelier d'Oscar Simonin, on travaille avec le feu comme allié. Dans ce four allumé depuis des mois, la pâte de verre chauffée à 1200 degrés recevra des paillettes de verre colorées. Une nouvelle chauffe les fera fusionner. En 2019, Oscar a repris l'atelier de son père au cœur du village. La limpidité de l'eau est sa source d'inspiration et il manie la canne de souffleur de verre avec une habileté impressionnante. À quelques kilomètres, le charmant village de Bourdeuil se situe également dans le Périgord vert.
Il est surtout connu pour ses châteaux, ses paysages verdoyants et son atmosphère paisible. Bourdeuil était l'une des 4 baronnies du Périgord, témoignant de son importance historique. Les châteaux de Bourdeuil, construits sur un éperon rocheux, offrent une vue imprenable sur la vallée de la Drône. Leur architecture mêle les styles médiéval et Renaissance. Ils abritent aujourd'hui un musée et des expositions temporaires. Surplombant ce pittoresque village, son château invite à un voyage dans le temps. Niché sur un éperon rocheux, il est bordé de jardins enchanteurs inspirés par un parc médiéval. Autour de sa fontaine poussent des plantes médicinales utilisées entre le 5e siècle et le 15e siècle, avec des plantes d'ornement médicinales et tinctoriales. Ce site unique réunit 2 édifices emblématiques. D'abord, la forteresse médiévale du XIIIe siècle, avec son imposant donjon de 32,50 mètres de hauteur, qui offre une vue imprenable sur la vallée. Puis, le logis Renaissance, construit au XVIe siècle, l'époque inspirant l'amour pour l'art et le confort, et restauré jusqu'en 1972 par un couple de mécènes passionnés. Il abrite désormais une collection de mobilier exceptionnel inégalée en Nouvelle-Aquitaine, témoignant des splendeurs du XVe et XIXe siècle. Classés monuments historiques, ces joyaux sont le témoignage vivant de 8 siècles d'histoire. À l'origine, ce château médiéval servait de forteresse défensive, passant du royaume de France à la couronne d'Angleterre, avant d'être reconquis par un noble chevalier breton, du Guesclin. À l'occasion du Festival Occitan de Bourdeuil en mai 2012, Betty Arabe, plasticienne sculptrice, elle crée au fil de ses inspirations et de ses vagabondages un univers lyrique entre l'art tribal et symbolisme. Avec un goût prononcé pour l'aventure, elle explore de nombreux matériaux sans jamais s'emprisonner dans une seule technique. C'est une inspiration flottante sur le thème de l'eau et l'aspect mythologique des contes et légendes universelles qu'elle propose en revisitant le concept de l'entité féminine afin que tout un chacun libère son imaginaire poétique. Et voilà, l'heure est au retour vers notre Finistère. Angoulême, Niort, une petite halte à la Ferrière, puis à Parthenay,
avant de prendre les chemins de traverse vers Nantes. Nous serons à destination dans la soirée.